C'est bon, c'est en train d'enregistrer là. Parfait. Donc, je ferme mon micro, je te laisse aller, Walid. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir. Je vais arrêter 2 secondes parce que Oui, ça s'est bloqué ton T'as vu, écran. ouais, c'est ça. Ouais, Le débit a vas-y, brutalement. vas-y. Voilà. Bon, allez. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir d'avoir avec moi le professeur Atul Patak aujourd'hui. Bonjour Atul. Bonjour Walid. Alors aujourd'hui, le thème est assez original. On nous a demandé de réfléchir et j'avais absolument besoin d'Atul pour ça. Quelle serait la cardiologie en 2050, c'est-à-dire dans 25 ans? Et là, j'avais besoin de ton expertise parce que c'est difficile à imaginer. Déjà, j'ai du mal à imaginer dans 1 an, dans 5 ans, alors dans 25 ans, je ne sais pas. Atul, qu'est-ce que tu en penses? D'abord, je pense que plus que réfléchir, on va rêver, parce que c'est le propre de ce genre d'entretien, on a le droit de tout dire. Et donc, la première chose, je crois, c'est prendre finalement la séquence de ce que l'on fait en tant que médecin cardiologue aujourd'hui. Donc, d'abord, on examine et on interroge des patients. Je pense que dans 25 ans, cet acte sera délégué. Il sera certainement délégué à des agents conversationnels dont on ne pourra plus challenger le niveau d'empathie, le niveau de compétence, mais aussi leur perception, car on aura pris confiance dans cet outil et on pourra à n'importe quelle heure du jour et de la nuit partager son inquiétude, ses symptômes, ses signes fonctionnels et avoir, je dirais, un diagnostic ou au moins un pré-diagnostic. Et donc, le temps de l'échange traditionnel va disparaître. Et on pourra d'emblée faire un diagnostic sur la base de ces signaux rapportés, mais aussi de tous les signaux qu'on collecte et qu'on ne rapporte pas systématiquement à son cardiologue. Le nombre de pas qu'on a parcouru, ce que l'on a mangé, à quelle température on a été exposé. Et on le sait, chacune de ces actions ou de ces éléments renseigne sur un risque cardiologique. On connaît les méfaits de la température sur la survenue des événements coronariens. On connaît le caractère préventif de l'activité physique sur la survenue de complications tardives. Et on connaît les méfaits de la nourriture, qu'elle soit trop salée, trop grasse, trop sucrée, pour ne pas reprendre un slogan, dans la genèse de complications cardio-métaboliques. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le volet et le temps diagnostic. Ensuite, il y a, je dirais, le temps de l'évaluation. Et ça, c'est souvent, quand on est cardiologue, le temps de l'évaluation avec des outils diagnostiques. Toi, tu es rythmologue, électrocardiogramme, Holter ECG. Moi, je fais plutôt de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, mesure de la pression, échographie cardiaque. Et puis, nos collègues utilisent à longueur de journée, la cardiologie est une spécialité technique, un grand nombre d'outils. Et là, les deux révolutions que l'on va probablement voir, ou ne pas voir d'ailleurs, c'est d'une part que ces technologies, elles mesurent ce qu'on leur demande de mesurer, elles le font très bien, elles le feront mieux que l'homme, elles feront l'électrocardiogramme, elles feront l'échographie cardiaque avec tous les paramètres possibles et imaginables, sans la main humaine. Il suffira juste d'apposer une électrode, ça pourrait être fait par un robot ou ça pourrait être fait soi-même, et la machine calculera un intervalle QT, analysera une fraction d'éjection. Bon, ça, à la rigueur, c'est presque imaginable. C'est l'évolution technologique de toute technologie, la façon dont elle s'automatise et dont elle devient indépendante. Mais surtout, ces technologies vont mesurer des choses inattendues, invisibles. Un électrocardiogramme qui est normal à l'œil humain deviendra anormal pour l'œil machine qui voit des choses que l'œil humain ne voit pas. Des choses attendues et des choses inattendues. Alors qu'un œil machine voit dans un électrocardiogramme une maladie cardiologique, encore, cela peut moins surprendre. On peut imaginer que même derrière un électrocardiogramme, il y a une sténose aortique, une hypertrophie ventriculaire gauche et une dysfonction ventriculaire gauche. Mais cet électrocardiogramme, il va aussi voir des choses inattendues. Par exemple, la modification de la kaliémie. On sait aujourd'hui que les électrocardiogrammes peuvent détecter très précocement des modifications de la kaliémie, même avant que l'on puisse, nous, humains, voir quelque chose, et bien sûr avant même la prise de sang. Ça veut dire qu'un signal électrique non invasif réalisé par un individu lui-même ou par une machine, analysera un signal inattendu biologique très fin, invisible. Ça, c'est un changement de paradigme. Et ça, c'est le deuxième volet. C'est la manière dont on va utiliser le signal pour voir ce qui est visible et surtout le voir mieux
pour voir ce qui est invisible et pour voir ce qui est inattendu. Le troisième temps, c'est le temps du soin ou du traitement. Et je crois que le concept de médecine personnalisée va prendre tout son sens. C'est-à-dire qu'il y aura d'une part la possibilité, en fonction d'un risque donné, d'éradiquer une maladie. Je vais prendre l'exemple de l'hypercholestérolémie. Je ne parle pas de l'hypercholestérolémie familiale homozygote, mais juste de la dyslipidémie banale. Elle sera prédéfinie, parce qu'on pourra dire, vous allez développer une dyslipidémie. Elle pourra être en partie prévenue par les interactions gène-environnement. On revient aux deux premiers points. Je contrôle l'environnement, je regarde ce qu'il fait sur ce que je suis. Mais surtout, les traitements vont pouvoir, de façon très puissante et de façon très adaptée, éradiquer une maladie ou la minimiser. Je parle de l'exemple de la dyslipidémie parce qu'on sait que le problème de la dyslipidémie, c'est pas tant sa valeur aiguë, mais c'est l'exposition durant le temps à une valeur élevée ou modérément élevée. Mais si vous éradiquez dès le départ ce surrisque, eh bien, vous neutralisez la maladie et ses conséquences. Et on peut ainsi décliner cette pharmacologie du futur, le traitement adapté pour le patient donné, avec une adaptation qui soit la plus fine possible, que ce soit dans la posologie, dans le type de traitement, en fonction du terrain du patient, de son historique, de ses antécédents et de son futur. Et enfin, quatrième volet, le pronostic, puisque très tôt, on aura la cartographie de ces risques. On pourra vous dire, vous, votre risque, c'est de faire un infarctus du myocarde à 45 ans. Vous, vous avez un électrocardiogramme normal, vous venez pour une visite parce que vous allez faire du sport ou parce que c'est la médecine du travail qui vous demande cela. Et sur l'électrocardiogramme normal, on pourra vous dire, vous avez un risque de faire un AVC, un risque de faire un problème cardiologique, un risque de développer un cancer, un risque de faire une complication à un traitement. Je crois que c'est peut-être dans ce domaine que les progrès vont être les plus rapides, c'est-à-dire le problème du pronostic, pas tellement pour des raisons médicales, mais pour des raisons assurantielles. Et vous savez, les courbes de Kaplan-Meier, qui sont les courbes de survie qui décrivent toujours l'efficacité d'un traitement par rapport à un autre, ce sont des courbes qui ont été développées par des assureurs. Et en fait, c'est exactement ce que l'on va revivre avec des outils modernes, la capacité de prédire très tôt, quasiment à la naissance, quel va être le profil d'un individu. Et ça pose bien sûr un certain nombre de questions éthiques. Donc, quatre exemples ou quatre situations cardiologiques qui pourraient être des situations du futur et qui vont révolutionner notre quotidien. Alors, bien sûr, tu nous fais rêver parce que dans ton discours, qu'il y aurait quasiment plus de maladies puisqu'on ne ferait que du prédictif et on pourrait traiter en préventif précocement les gens grâce à la médecine prédictive, grâce à la génétique, etc. Alors, est-ce que la médecine de demain, c'est une médecine sans médecin finalement? Je crois que la médecine de demain, ça sera une médecine sans mauvais médecin. C'est-à-dire que avant de faire le saut du sans médecin, je pense que déjà, on va pouvoir faire le saut du qualitatif. Et je crois que ces outils ou ces aides, on va dire, dans un premier temps, vont permettre de nettoyer les pratiques non fondées, c'est-à-dire ce qu'on essaie toujours de faire, la médecine fondée sur les preuves, la médecine au service des patients, la médecine qui ne court pas derrière l'acte, la médecine qui ne prescrit pas inutilement, la médecine qui ne fait pas des actes inutiles. Donc, c'est-à-dire une médecine sobre, une médecine propre, une médecine adaptée. Donc, je crois que avant d'être une médecine sans médecin, ça sera une médecine de qualité. Ça sera une médecine surtout sans mauvais médecin. Deuxièmement, je crois que on ne sera plus médecin. On sera, moi je l'imagine, un nouveau titre, des conseillers, des conseillers santé ou des conseillers thérapeutiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'une machine ou un algorithme dit, Walid, il faut que tu prennes des statines tout au long de la vie, que le problème s'arrête. Parce que tu vas me dire, mais je n'ai pas envie de prendre de statines. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative? J'ai envie de faire autre chose. Je ne suis pas d'accord. Donc, nous, fort de toutes ces informations, on va quand même être acteur de ce qu'on a toujours dénommé comme étant le colloque singulier, c'est-à-dire la relation entre le docteur et son patient, pour essayer de lui offrir la meilleure solution qui tient compte de cette divergence, de cette digression, de cette envie de ne pas forcément faire ce que la machine impose, si les systèmes nous l'autorisent. Parce qu'il y a le côté obscur, c'est en fait, OK, l'algorithme dit, vous avez un risque de faire un infarctus, il faut prendre en charge votre dyslipidémie, vous refusez
Donc, vous ne rentrerez pas, par exemple, dans le parcours du patient qui sera pris en charge s'il fait une complication. Il y a tout de suite derrière, on le voit, des considérations éthiques. Et après-demain, oui, je crois qu'on pourra imaginer une médecine sans médecin traditionnel. Alors, il y a des champs qui vont disparaître très vite. Les médecins imageurs, je pense que les radiologues, les anatomopathologistes, les dermatologues vont faire une autre activité. En tout cas, elle ne sera pas une activité liée à l'imagerie. Ceux qui tiendront le plus longtemps, ben, c'est des gens comme toi qui tiennent des cathéters au bout des doigts ou des scalpels. Ces métiers-là mettront beaucoup plus de temps à être remplacés par la machine. Mais je crois quand même que l'avenir, c'est quoi? C'est d'aller sur Mars. C'est de vivre le plus longtemps possible, de vivre le plus loin possible des hôpitaux. Et donc ça, petit à petit, ça deviendra peut-être une médecine sans médecin, mais avec d'autres métiers. Est-ce que tu penses que finalement tout ça, ça a un coût? Est-ce que tu penses qu'on va aggraver les différences entre les régions du monde? On le voit déjà aujourd'hui, parce que finalement, même au sein même d'un pays comme la France, on voit qu'on a du mal à se payer les thérapeutiques. On ne peut pas se payer aujourd'hui certaines thérapeutiques. Alors c'est toujours intéressant parce que la technologie, elle a cela de vertueux. C'est que d'un côté, elle raccourcit les durées de développement. Si on prend l'exemple du continent africain, euh, avoir le téléphone filaire, c'était très compliqué. Ça pouvait prendre 3, 4, 5, 6 ans. Mais par contre, l'arrivée du téléphone sans fil a été une révolution. Et tout de suite, on a fait un saut technologique qu'on n'a pas fait dans les pays traditionnels, occidentalisés, modernes. On est passé par le téléphone filaire, puis par les téléphones sans fil, et puis ensuite par la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. En Afrique, on a fait le saut direct. Je pourrais prendre l'exemple de la musique. On est passé, nous, du 78 tours, 45 tours, 33 tours, CD, mini-disque, et puis aujourd'hui, la médecine digitale, la musique digitale. Dans d'autres pays, on est passé d'emblée. Donc, il y a une vertu au développement technologique, c'est une forme de démocratisation de l'accès à certaines technologies et des technologies qui étaient inaccessibles auparavant pour le Kidam. Et ça, c'est à mon avis une chance parce que ça veut dire qu'on peut imaginer faire de la téléconsultation dans des endroits reculés où jusqu'à présent les médecins n'étaient pas joignables ou ne pouvaient pas se déplacer. Mais à l'inverse, tu as raison, il y a aussi un risque de fracture digitale. Et moi, je crois il y a deux risques. Il y en a un qui est qu'on va donner le choix aux patients de payer pour un certain nombre de choses. Je crois qu'il va y avoir un désengagement de l'État qui ne pourra plus assumer ses missions telles on les a aujourd'hui, un désengagement de l'État au profit soit d'assurance privée, soit de la poche des patients. Donc ça va challenger notre société. Ceux qui peuvent se le permettre le feront, ceux qui ne peuvent pas, ben, malheureusement, vivront. Qu'on soit dans un pays riche ou dans un pays pauvre, c'est paradoxal, mais je pense que la, la- la difficulté d'accéder aux soins, ça sera quelque chose qui sera comparable dans le nord et dans le sud, de la même manière que les progrès seront comparables dans le nord et le sud. Donc, cette technologie, en fait, elle met un peu tout le monde à égalité de côté, je dirais, bon de ce que cette médecine peut apporter, mais aussi du côté obscur. Énorme gratitude. Je ne sais pas si nous, on sera là dans 25 ans pour revoir ce qu'on a dit. En tout cas, j'ai bu tes paroles. Elles sont pleines d'optimisme. On va la marquer cette date et on reviendra dans quelques années juste pour revoir ça. Merci énormément à tous. Merci à toute l'audience de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci Walid. Parfait. Une petite photo, un sourire. OK. J'arrête.